J'allais vous présenter. J'ai rencontré Linsa Tramoutet d'abord à travers son compte Instagram que je vous recommande, s'appelle Lost in Cheeseland, perdu ou perdu de fromage, et qui est extraordinaire et qui montre combien elle a une Parisienne, une curiosité insatiable pour ce qui se déguste. Et pour son dernier livre, dans lequel elle va attraper ce mythe qui est la Parisienne. Je veux dire que moi, je suis née à Paris, donc a priori, je suis une Parisienne, mais quand je lis sur la Parisienne, j'ai toujours du peine à me retrouver. Je me dis que je dois être plouc. Enfin, je fume pas de cigarette, je suis pas mince et grand. Enfin, bon, il y a des trucs qui ne vont pas, jamais. Et dans ce livre, je ne sais pas ce qu'on dit, tu as fait le portrait de... Tu as choisi plusieurs femmes, on a la chance de les avoir aujourd'hui, 2 d'entre elles en tout cas. Donc Aline et Victoire. Et il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plu dans les portraits. Enfin, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler. Mais avant, je voudrais juste qu'on commence par quelque chose pour déconstruire ce mythe de façon définitive, comme ça on pourra passer à autre chose. Quand on lit effectivement tout ce qu'on peut lire sur ce qu'est une Parisienne, est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même quelque chose de dire, bah, ça quand même c'est moi, ça je l'ai. Par exemple, là, tout à l'heure, on s'est dit, tiens, on a des pantalons en velours. En velours, on a quoi d'autre? On a des blouses, des chemises voilà, assez amples. Il y a quand même quelque chose de... Est-ce qu'il y a dans le cliché voilà, quelque chose qui... Vous trois, vous pouvez vous raccrocher quand même ou rien? Victoire. Bonsoir. Je ne sais pas, moi, parfois, comme j'ai vécu à l'étranger, moi, j'ai l'impression d'être une caricature de Parisienne. Et pour moi, ça se situe sur 2 aspects chez moi, qui sont d'être très souvent décoiffée et très souvent à plat et très peu maquillée. Mais chacun sa vision de la Parisienne, parce que je pense qu'il y en a des très maquillés, très bien coiffés et en talons. Mais moi, c'est souvent comme ça qu'on me distinguait, en tout cas. Voilà. Mais chacun son mythe. Et Aline? Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas, moi je ne suis pas née à Paris, je suis libanaise. J'ai appris le français depuis toute petite. J'ai appris l'amour de Paris, l'amour de la France. Et puis, c'est vrai que quand je suis arrivée depuis une vingtaine d'années, je ne me suis pas tout à fait identifiée avec la Parisienne, le cliché de la Parisienne, mais je trouve que quand même Paris est une ville très accueillante et que chacun de nous invente sa parisianité et quelque part tomber amoureux de Paris et puis apprécier aussi tous les codes parisiens nous rend quelque part parisienne mais toute singulière et c'est ça qui est c'est ça qui est chouette. Linsa, tu veux répondre sur la J'allais juste te dire que c'est peut-être la curiosité justement qui pour moi est propre à quasiment toutes les Parisiennes. Et c'est peut-être pas un cliché comme je les décrypte et que je les décrive dans le livre, mais quand même, je retrouve quand même ce thème et ce fil conducteur de curiosité et un fin pour la culture qu'on retrouve pas forcément dans d'autres pays. Il y a quelque chose que j'aimais beaucoup que vous avez dit, Aline, dans le livre de l'INSEE, c'est chaque projet doit inventer son histoire. Et je me suis demandé, c'est pas ça, être une Parisienne, c'est la possibilité, c'est pas le cas partout dans le monde, la possibilité pour une femme d'inventer sa propre histoire, qui elle est. Absolument. Je pense que quelque part, il y a des villes comme ça où on se sent très libre de tout recommencer, de tout réinventer. Pour moi, j'ai trouvé ça dans Paris aussi. Oui, j'aime l'idée de cette possibilité de l'île, comme dit Houellebecq, c'est la possibilité de Paris peut-être. Mais je rejoins aussi ce que Lindsay disait, c'est un amour de culture, une soif d'apprendre, mais la culture, que ce soit la culture de la rue ou la culture du luxe, ou la culture de la mode, de l'art, c'est pas les clichés encore une fois, mais je trouve qu'à Paris on a une chance formidable qui est celle d'être baigné. En effet, surtout pour moi venant d'où je viens. Enfin, je viens d'un pays qui est ancestral, mais où justement toutes ces constructions de la ville autour de la culture et de la possibilité d'assouvir son besoin d'apprendre ou de cette curiosité sont quand même un vrai cadeau à Paris. Mais Victoire, est-ce qu'on peut dire que on peut s'inventer, vous êtes inventée par rapport à la jeune fille que vous étiez D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est
moi, vraiment, et c'est ça que j'aime dans le livre de l'INSEE et ce que j'aime avec Aline et l'INSEE, c'est que moi, les plus parisiennes autour de moi, ce sont des femmes qui ont choisi de l'être. Et ce sont des étrangères souvent, et c'est des gens qui ne sont pas nés à Paris. Et elles sont d'origine très différentes, et je trouve ça extraordinaire parce qu'elles sont vraiment des incarnations de ce qui est, pour moi, la parisienne dans le mythe, mais dans le mieux du mythe, qui est, comme on a dit, c'est la curiosité, c'est une liberté de vie, c'est un goût pour certaines choses. Et moi, c'est ça qui me frappe. Après, moi, c'est différent. J'ai grandi ici, mon adolescence. Donc, après, je me suis construite d'une façon différente et peut-être plus justement en étant à l'étranger et de toute façon en étant confrontée au regard que les gens ont justement sur l'idée de ce que doit être une Parisienne ou une Française. Moi, je l'ai vécu de l'extérieur, en fait. Et donc, je pense que forcément, ça m'a influencée dans ma façon de grandir. Et surtout, c'est l'avantage quand on part de chez soi. Enfin, ça, l'INSEE, Aline le savent. C'est-à-dire qu'en fait, on sait ce qui est important pour vous et ce qui, après, vous correspond. Donc, forcément, on se construit quelque chose. Mais... Enfin, voilà. L'INSEE, vous êtes inventé ici, vous êtes réinventé. Je ne ressens plus du tout à qui j'étais avant. Avant, j'étais quelqu'un qui rêvait. Mais vous êtes arrivé à quel âge à Paris? J'avais 20 ans, 21 ans. Donc là, j'ai 36 et c'est clair que je ne savais pas où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que pour moi, il fallait que ça soit un endroit où je pouvais me baigner dans le français et parler français et m'éloigner de mon pays natal qui ne me correspondait pas. Alors ça, c'est difficile à articuler, le pourquoi. Je pense qu'il y a certains d'entre nous qui se sont simplement pas très à l'aise ou joyeuses là où on est né. Et donc, les roses aux États-Unis ne sont pas aussi belles que les roses en France. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est réveillé en moi en venant en France. Et bien sûr, Paris, là où, à la capitale, et surtout il y a 15 ans, c'était là où il y avait le plus de possibilités de m'inventer. Après, ce n'était pas très simple. Les obstacles étaient tellement nombreux que je me dis que maintenant que je me sens à l'aise là dans mon corps et dans mes choix. Mais c'est ça qui est intéressant. Comment je m'aurais construit si j'étais restée aux États-Unis? J'ai aucune idée. Mais je ne pense pas que je sois aussi épanouie. Qu'est-ce que vous avez inventé? Qu'est-ce que vous avez dans cet espace parisien qu'on connaît avec toutes ces boutiques, ces rues, ces musées, tout ce qui fait la vie à Paris, cette liberté qu'on a? Qu'est-ce que vous avez le sentiment de changer en vous, d'inventer Je pense que je comprends mieux le monde grâce à... Ça marche, ok. Je pense que j'ai compris, j'ai appris à comprendre le monde en n'étant plus dans une bulle américaine, baignée dans le mythe d'exceptionnalisme américaine. Et je pense que parfois, et c'est pas que en venant en France, ça peut arriver quand on vit ailleurs et dans d'autres pays, mais pour le coup, moi, en discutant de mon pays et de cultures différentes avec des Français, c'est là où j'ai un peu mis au défi toutes mes idées reçues sur mon propre pays et sur ce que ça veut dire d'être une femme, qu'est-ce que ça veut dire d'être cultivée, qu'est-ce que ça veut dire d'être une participante active dans le monde, dans la politique, dans la société. Et je pense que la personne que je suis aujourd'hui est quelqu'un qui est beaucoup plus curieuse et ouverte avec cette curiosité et cette volonté de partager des histoires et de vraiment challenger aussi des stéréotypes, des choses que j'aurais jamais osé faire. Je pense que j'étais quelqu'un de très timide et qui ne croyait pas dans ses propres pensées. Je n'étais pas quelqu'un qui allait défendre à tout prix mes idées parce que je ne les trouvais pas légitimes. Et au final, le côté des Parisiens et des Parisiennes qui adorent débattre, discuter, échanger, en fait, ça a éveillé quelque chose d'incroyable chez moi. J'ai regardé effectivement ce que font Victoire et Aline et j'étais impressionnée par votre capacité d'inventer des mondes presque féeriques. Ce que vous avez fait à Officine Bully, on ne sait pas si c'est une boutique qui existe depuis toujours, des siècles à Paris, ou si vous l'aviez entièrement réinventé, transformé. Et on est aussi dans quelque chose qui est presque féerique.
comme une création, même si je sais qu'il y a quelque chose qui existait, mais que vous avez complètement réinventé. Oui, non, on a complètement réinventé. On est parti de quelque chose. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose que je partage avec mon mari, la création. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, évidemment, avec l'Officine universelle Bully, on s'adresse à un Paris fantasmé, en fait, et qui est un univers que nous, on aime et qui nous touche et qui n'a pas une vocation à être une exacte duplicat de ce qui existait avant, mais de ce qu'on a envie de nous maintenant. Et en fait, ce qu'on aime aussi, enfin, j'espère que c'est ce que les gens chantent, c'est Bully, c'est au-delà de cet univers parisien, c'est une ouverture sur le monde, une curiosité sur ce qu'on peut apprendre, là encore, et on veut que ce soit incarné dans ces lieux. Et c'est vrai que, bon, moi, voilà, sans doute comme Aline, c'est vrai que donc très souvent, on parle de la France avec mon travail quand je voyage, et c'est vrai que je suis très fière de porter cette identité-là, au-delà de l'identité parisienne, avec l'Officine universelle Bully dans le monde. Oui, c'est important. Et Aline, j'ai l'impression la même chose, il y a une espèce de féerie quand vous inventez. Vous avez trouvé à Paris une capacité à inventer quelque chose de féerique, que je pense que ce que vous avez fait par exemple à l'hôtel Crillon, c'est à la fois très parisien, mais c'est un monde enchanté. Oui, je ne sais pas si... Je rejoins aussi ce que Victoire disait. D'ailleurs, c'est un projet commun puisque l'Officine Bully est à l'hôtel de Crillon. Mais par hasard, on s'est retrouvés là aussi, mais pas vraiment par hasard parce que je pense que quelque part, on vise la même chose. On vise en effet cet épanouissement dans un monde parfaitement imaginaire. Peut-être c'est un idéal fantasmé, un idéal rêvé, mais très concret. Moi, j'aime cette idée de poésie concrète. La poésie est loin de l'architecture, peut-être, parce que l'architecture, c'est un monde de matière, mais j'aime la poétique de la matière, en fait. Et plus c'est poétique, plus c'est concret, disait Novalis, et j'aime cette idée-là. Et je crois que Victoire et Ramdan, dans l'Officine Bully, c'est ce qu'ils défendent aussi. C'est un idéal qu'on s'invente, en fait, et pour lequel on œuvre, parce que ce n'est pas juste des grandes idées, ce n'est pas des grandes théories, ce n'est pas juste des concepts, mais c'est vraiment un acharnement, un travail au quotidien, une précision. Je crois que Paris offre aussi, comme le disait l'INSEE, cette forme de libération. Comme il y a une plateforme culturelle très, très importante, c'est vraiment un tremplin, on se sent plus libre de créer, peut-être plus légitime, mais c'est une arme à double tranchant. C'est plus légitime, mais c'est aussi beaucoup plus compétitif, c'est plus pointu. Donc, l'histoire doit être vraie et on doit véritablement l'incarner. Et je pense que moi, ce que j'admire aussi chez Victoire et dans ce qu'elle porte et dans ce que portent les valeurs de la maison, c'est une vraie incarnation de l'idée défendue ou du produit auquel on peut toucher. Et je crois que c'est ce qui m'anime aussi dans mon travail. Et c'est une motivation au quotidien, en effet, de pouvoir concrétiser une idée, mais d'œuvrer à ce que tout soit parfaitement équilibré. Je reviens aussi à ce que disait l'INSEE par rapport au voyage et par rapport à s'épanouir. Et je pensais à cette phrase de Amin Maalouf dans Les Origines. Et justement, il commence son livre en expliquant pourquoi il dit les origines et pas les racines. Et je crois que ça nous fait revenir au même sujet, parce que les racines s'enfoncent dans la terre et on reste sans bouger. Alors que les origines, c'est un point de départ et c'est des longs chemins qui nous amènent ailleurs. Et cette idée de la quête d'un ailleurs, moi venant du Liban à Paris, Victoire ayant voyagé dans le monde entier et la construction à l'étranger, puis revenir ici, et puis l'INSEE américaine, et qui aujourd'hui nous livre sa version aussi de la parisienne et de Paris. En fait, je pense que cette idée des origines, on la porte en nous, on appartient quand même à l'endroit quelque part où on est né. Il y a des gènes ou des choses qui restent en nous, mais c'est une vraie forme de liberté, et celle-là n'a rien à voir avec l'identité ou d'où on est né. Ça a à voir vraiment avec notre structure mentale et ce à quoi on aspire. Voilà. Je comprends bien pourquoi l'INSEE vous a choisi toutes les deux. Mais tout de suite, et en plus... d'autres femmes aussi dans le... oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes dans le livre. En fait, déjà, chez Aline et Victoire, il y avait quelque chose qui m'a... tout de suite interpellée, et c'était leur approche à leur projet. Donc déjà, Victoire, quand tu m'avais parlé de ton idée sur la beauté, parce que étant dans une ville qui est quand même où les femmes sont très fétichisées et stéréotypées, je trouvais très rafraîchissant ton approche, et aussi l'approche de Ramdan, bien évidemment, d'adresser non à un problématique
chez les gens, parce qu'on nous apprend en permanence qu'en fait, les femmes ont des problèmes ou les personnes ont des problèmes de peau, et il faut toujours s'améliorer, et plutôt de se dire arrêtez avec ça et juste prenez soin de vous si ça vous fait plaisir. Et en fait, ça m'a rafraîchi, je trouvais ça rafraîchissant. Et pareil, dans ton approche à tes projets, il y a quelque chose de très différent. Peut-être c'est aussi la volonté de vouloir de créer une histoire autour des femmes, par une femme, dans une ville qu'on identifie en étant une femme. La Tour Eiffel, par exemple, symbolise quand même pour beaucoup une femme. Donc, vous deux, il y a quelque chose de différent qui me touche beaucoup. Et c'est pour ça que voilà, la Parisienne, c'est aussi ça, c'est qu'on ne suit pas une seule tradition, une seule convention pour faire des projets, pour faire notre vie, et c'est ça qui est bien. En introduction de votre livre, Lindsay, vous citez la construction du bon marché par la famille Boucicaut au XIXe siècle, qui a été ensuite l'objet d'un roman, Au bonheur des dames de Zola. Et Zola raconte bien comment la construction de ce grand magasin, où pour la première fois des femmes peuvent toucher, on consomme et on peut toucher les produits, transforme la façon dont on consomme. Mais il a une vision assez critique en disant, et que je trouve très intéressante, et j'aimerais vous faire rebondir là-dessus, que finalement la Parisienne devient une consommatrice à travers ce bon marché, et cette femme qui et son désir, par exemple aimer, faire l'amour, se transforme en un désir de consommer, avoir le dernier sac, avoir la dernière crème, avoir le dernier bijou, et le mythe de la Parisienne se construit là-dessus, sur une femme qui consomme avant tout, au lieu d'être une femme qui vit, qui aime, qui fait l'amour, et qui voilà. Il dit vraiment il y a une phrase je me souviens plus précisément, mais sur le désir de posséder qui transforme le désir sexuel, quoi. Et je voulais vous faire réagir sur cette façon, la Parisienne finalement est vue comme d'abord une consommatrice depuis le 19e et la construction du bon marché, et comment elle est contre, voilà, comment, parce que j'ai lu justement, vous tentez d'aller contre ça. Enfin, c'est un magasin, mais en tout cas, on aime beaucoup avoir des clients. Il faut être honnête, c'est un projet commercial. Je suis Lindsay sur l'idée qu'il faut être parfaite, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut pas avoir pour la police. Comment, voilà, est-ce qu'il y a une... Je sais pas, moi en fait ce que je vais vous dire, ce qui m'est le plus, enfin en tout cas j'espère, et moi je le vois comme ça, mais moi je trouve que la Parisienne elle a un vrai point de vue. Donc, c'est peut-être une consommatrice, mais dans sa façon de consommer, elle va avoir un point de vue. Et je trouve, en tout cas pour les femmes que j'ai autour de moi, que ce qu'elle va acheter va donner ce point de vue. Donc, peut-être elle va être consommatrice parfois, mais elle va être très précise sur ce qu'elle consomme. Et moi, c'est une chose auquel je suis sensible, de voir justement les différentes de styles, où on ne va pas se sentir forcément obligé. Voilà, il y en a qui adorent les sacs, il y en a qui adorent les manteaux, il y en a qui adorent le truc. Voilà, c'est pas... Voilà, je ne sais pas si ça répond à ce que tu veux dire, c'est-à-dire que c'est d'abord le point de vue et après la consommation. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est ça qui me touche le plus. Et par exemple, moi, j'ai des filles qui sont ados. Enfin, Aline, tu as des... Ouais. Et moi, par exemple, je suis très heureuse que mes filles aient vécu à l'étranger, mais qu'elles aient cette période de l'adolescence, parce que je trouve qu'il y a plein de façons d'être une femme quand on est à Paris. Il n'y a pas des codes qui sont justement dans certains pays, par exemple aux États-Unis où j'ai vécu aussi. Je trouve que la féminité est très codifiée. Et par exemple, moi, je suis très contente que mes filles elles puissent choisir si elles ont envie de ressembler à Jane Birkin ou Kim Kardashian, qu'elles aient le choix. Mais en fait, je veux juste qu'elles aient le choix. Cette question, Aline, voilà, la consommation de la femme qui consomme avant d'être elle-même. Même si moi, j'adore les bijoux. Je suis la première à vouloir porter de jolies choses. Hein. Oui, moi, je trouve que ce qui est important, au fond, c'est de se faire du bien, de se faire plaisir et de trouver son propre équilibre entre un état de consommateur, en effet, comme disait Victoire, d'avoir le choix, d'être informé, d'avoir le choix, et la grande liberté aussi, de pouvoir aussi s'offrir des choses. C'est-à-dire, cette liberté, elle arrive aussi de là, elle arrive aussi du fait que, sans doute, dans la construction de la société française, la société parisienne, les femmes sont libres, les femmes peuvent travailler, les femmes peuvent gagner un salaire, de l'argent, et puis le dépenser comme elles le souhaitent. Je trouve que ça c'est déjà le début d'une très grande libération, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point ça manque ailleurs.
Évidemment, quand on regarde les nouvelles dans le monde entier, on se rend compte à quel point on est privilégié. Et la consommation, pour le fait d'être à Paris pour consommer, ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que justement, c'est une question de construction intérieure et d'équilibre et de désir. Et pourquoi pas, je n'ai aucun problème sur, comme disait Victoire, les personnes qui aiment les sacs, qui aiment les bijoux, moi, j'aime beaucoup de choses, donc ça se voit. Je ne le cache pas, mais je trouve que c'est intéressant aussi de l'assumer. Je pense, encore une fois, cette incarnation et de l'assumer et de ne pas être déguisé. Mais moi, je vais sur mes chantiers comme je suis habillée maintenant. Je voyage exactement de la même manière. Je sors le soir en boîte de nuit ou à un dîner exactement de la même manière. Enfin, c'est juste trouver son modus operandi et son confort et son adéquation. En fait, c'est une question d'adéquation avec l'image qu'on a de soi. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette idée que Karl Lagerfeld, que j'ai eu la chance de fréquenter et d'assister sur certains projets, il s'était inventé aussi une caricature, un personnage dans lequel il était confortable, dans lequel il était à l'aise. Et je trouve que ça, c'est une idée très 18e, très française aussi, très assumée. Je pense qu'en effet, ce qui compte, c'est d'assumer et d'incarner ce en quoi on croit, qu'on consomme ou pas. C'est ça qui compte. Avec l'histoire du... hello. Okay. Avec l'histoire du bon marché, en fait, ce qui était intéressant aussi au même titre que cette observation sur la consommation, ça représentait aussi un moment où les femmes qui venaient de province pouvaient venir travailler. Donc, en fait, il y avait aussi une émancipation innée avec ce projet. Donc, moi, je le vois un peu comme un positif et surtout pour tous les artisans qui créent des choses, d'avoir un endroit et un lieu pour trouver des clients, effectivement. Mais que je pense que c'est vraiment la faute ou le travail des auteurs, des peintres, etc., de transformer ça en caricature et mythe de la Parisienne qui n'aime que faire du shopping et consommer et qui n'a rien de super profond à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une fausse idée aussi de Paris qui attire ça. Alors évidemment, de manière très caricaturale, il y a des salves comme ça dans Paris de personnes qui viennent pour consommer. Mais je trouve que cet équilibre, encore une fois, de la liberté de pouvoir assumer ce qu'on veut, ce qu'on est, et de s'épanouir, et j'adore l'allusion aussi à l'adolescence, et puis d'être tout à fait libre de choisir qui on veut être ou à qui on a envie de ressembler, et non pas de tomber dans un diktat pur et dur d'une seule image. Je pense que quelque part, à Paris, on est servi. Ouais. Je vous regarde toutes les trois, c'est incroyable votre différence. Enfin, vous avez tous, j'entends votre désir de s'inventer, d'être soi-même, de trouver sa place, et je pense que c'est ça qui fait que vous êtes des Parisiennes. J'aimerais juste que vous nous décriviez chacun comment vous êtes habillés. Comment vous avez choisi vos vêtements ce matin? Lindsay. Alors, j'ai découvert... On retourne à la base, en fait. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qui revient souvent. On dit qu'en fait, il y a un look, un style, quelques traits qui définissent la parisienne. En fait, non. Je vais faire la même chose. Hein, je vais me mettre dans le... On y compte bien. Oui. Non, en fait, il s'avère que moi, je suis toujours en phase de lutte entre mes envies d'être un peu en sneakers parce que, bon... je suis à l'aise comme ça, et d'avoir quelque chose de plus sophistiqué ou plus habillé. Et en fait, finalement, depuis 10 ans en France, enfin, ça a commencé à Paris, mais maintenant, on le retrouve aussi partout en France, où qu'on aille, qu'en fait, ça s'est devenu totalement légitime de faire tout du matin au soir en basket. Alors, peut-être pas dans certains lieux, mais en tout cas, la plupart, c'est comme ça. Donc, finalement, ça me va très bien parce que c'est déjà, je suis naturellement attirée par ça. Après, je pense que j'ai mis longtemps à comprendre ce qui m'allait bien et que le but avec les vêtements, c'était de se sentir bien et avoir le plus de confiance que possible. Donc, en fait, parfois, des choses plus amples avec quelque chose de plus serré à quelques endroits, ça me va. Pour d'autres, ça va être totalement autre chose. Mais au final, je suis attirée par les mêmes styles. Et en fait, parfois, c'est un style qu'on peut décrire en tant que, un style français ou un style parisien. Mais évidemment, je l'ai appris ici. Donc, finalement, c'est un mélange de je sais pas, mon côté américain et
et le fait que je fais tout ici. Et trouver ce qui vous va. Enfin, c'est pas une question superficielle. Je trouve que c'est très important les vêtements. Enfin, moi, je fais attention. Je trouve ça. Voilà, c'est une question importante. C'est une extension de soi. Ça devrait se refléter peut-être. Et donc la réflexion sur comment on s'habille, si Aline veut continuer parce que je rentre de Dubaï et de Doha, et d'ailleurs il y avait beaucoup d'événements autour de la mode, et je voyageais avec un petit livre d'Oscar Wilde dans mon sac qui s'appelle La philosophie du vêtement, et c'est génial parce que c'est vrai que au fond, encore une fois, on peut tellement s'amuser avec la mode, et on a beau critiquer la mode ou critiquer le fait que c'est futile, mais pas du tout, c'est une affaire très sérieuse de s'habiller. Et puis, on peut s'inventer tout un tas de personnages en s'habillant. Donc, ça, c'est assez merveilleux. C'est un luxe de la pensée, hein, plus que le luxe du vêtement. C'est ça qui est très libérateur et qui est très amusant. Après, voilà, il y a des codes que chacun adopte. Moi, je ne sais pas marcher en plat. La seule fois où je suis tombée, j'ai trébuché, c'est parce qu'on m'a forcé à porter du plat quand j'étais très, très enceinte du 8e, 9e mois. Et j'ai vraiment glissé en arrière parce que, je ne sais pas, mon centre de gravité a dû changer. Le soir, dans un bar, j'ai apparemment raconté une fois que je suis née avec des talons, peut-être, mais voilà, c'est une manière d'être. Et encore une fois, parfois, ça peut sembler comme étant complètement déplacé, mais je l'assume et c'est qui je suis. Et puis, au bout de quelques fois, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout caricatural, c'est vraiment qui je suis. Donc, c'est comme ça que j'aime bien voir les choses. Et puis, du gris, c'est le maximum de couleurs que je sache mettre. J'admire Victoire, j'admire Lindsay qui portait des couleurs. Et puis, voilà, c'est juste, encore une fois, une question d'allure et d'attitude. J'aime bien l'idée de la silhouette. Et puis, chacun de nous s'invente une silhouette dans laquelle il se sent bien. C'est un cocon de confort. Et je vous conseille tous ce livre d'Oscar Wilde parce qu'il est très, très drôle. Mais tous les matins, vous réinventez quelque chose ou vous avez ce style, les bijoux, Chanel, tout ça non, tous les jours la même chose. C'est devenu... c'est un uniforme. C'est un uniforme, voilà. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile de s'habiller en uniforme tous les jours que de devoir s'inventer des looks. Après, oui, en été, en vacances, j'ai beaucoup de plaisir à me un tout petit peu et puis à mettre des couleurs, à mettre du blanc, à mettre du fluo. Du blanc étant l'opposé du noir que je porte tous les jours. Non, mais c'est une manière aussi de prendre du plaisir, la manière de s'habiller. Et puis, oui, ça dit quelque chose et on se cache derrière ou c'est une armure. Moi, je me sens bien quand je porte une veste un peu plus masculine. J'aime le côté ultra féminin des bijoux parce que aussi, c'est un peu ma matériothèque. Là, il y a de l'or, de l'argent, du bronze. Donc, c'est très facile quand je vais sur un chantier ou quand je vais voilà, pour un rendez-vous de mobilier, de pouvoir parler de patines et de choses. On ne se rend pas compte, mais j'ai ma matériothèque sur moi. Et puis, ça m'arrange. Et voilà, encore une fois, il faut juste faire attention aux questions des assurances avec les bottes de chantier, mais tout le monde est convaincu que je tomberai avec des bottes de chantier, mais pas avec des talons. Donc, tout va bien. Victoire, grande admiration. C'est sûr, moi je trouve que s'habiller, on décide notre façon de se présenter au monde, en tout cas au monde extérieur. Et moi, donc c'est vraiment... après, je suis comme Lindsay, moi j'aime beaucoup le confort. En fait, moi, ce que j'aime dans les vêtements, c'est le mouvement. Alors, je m'en suis rendu compte en vieillissant, c'est le grand avantage, c'est qu'en fait, j'aime la façon dont les vêtements bougent. Donc, j'aime beaucoup les jupes pour ça, j'aime beaucoup les robes pour ça. Je fais hyper attention aux tissus, au volume des tissus. Parfois, je regarde des trucs, je me dis, il n'y a pas assez de tissus. Et voilà. Et donc, c'est pas hyper pratique non plus, je suis tout le temps en vélo. Donc, en fait, je fais attention aussi comment je me déplace. Et en fait, à plat et des chaussures d'homme, c'est venu aussi pour la même chose parce que j'aime être très confortable. Voilà. Et aussi des baskets. Mais donc, c'est un petit peu ça. Les couleurs, non, je porte plein de couleurs. J'ai une vie de bleu marine avec Bully. Donc, j'ai toute une garde-robe Bully très drôle. Donc, ça, c'est les jours où je suis en boutique ou moitié boutique. Et puis après, j'ai plus de couleurs dans ma vie personnelle. Et les couleurs, c'est vraiment... je trouve que c'est quelque chose quand on ouvre le matin et je trouve qu'il y a des couleurs qui vous appellent. Je fais très attention à ça. Je me dis, ah ouais, alors là, hier, j'étais en jaune. Et aujourd'hui, voilà, non, j'avais envie de ces couleurs-là. Je disais, je glisse vers Noël doucement. C'est ma jupe Noël, elle bouge, elle est très jolie. Est-ce que ce style a évolué, la façon dont vous habillez a évolué, changé? Oui, non, beaucoup. Ouais. Non, je pense qu'après, on apprend à se connaître, on apprend ce qu'on aime comme silhouette. Et puis, c'est ce que disait Aline. Je trouve que ce qui est amusant, c'est que les vêtements, ça vous donne un rôle. Donc, parfois, on va dans des rôles qui ne sont pas le rôle que aussi. Parce qu'en fait, il y a la façon dont vous voyez, mais la façon dont les autres vous voient. Et quand on a un mari,
des enfants, des amis. C'est vrai que de temps en temps, on voit que parfois, vous avez un look qui ne correspond pas du tout à l'idée qu'ils ont de vous. Et en même temps, c'est drôle parce que ce serait ennuyeux qu'on soit toujours pareil. Donc non, moi, j'aime bien les évolutions de look, justement. Par exemple, moi, ma grande évolution, c'est quand je suis en pantalon. Ça les impressionne tous beaucoup. Et Bully en bleu marine pour les traits chez Bully, c'est le choix. Chez Bully, il y a un uniforme bleu marine et blanc pour toutes les vendeuses. Donc c'est vrai que quand je suis dans la boutique, si jamais je suis en jaune, je me trouve dépareillée. Donc ça me dérange visuellement. Donc j'ai une garde-robe bleu marine qui est comme à l'école en fait, comme un pensionnat de jeunes filles. Mais rien que nous quatre ici, c'est la preuve qu'en fait, il n'y a pas de règles, mais c'est surtout, il n'y a pas cliché où il n'y a pas juste une règle de la parisienne et qu'en fait, on essaie de faire ça avec la femme parisienne, surtout la mettre dans une catégorie fermée, hermétique et qu'on ne peut pas bouger. Et en fait, malheureusement, c'est ça qui est perpétué par la littérature, par les films, par beaucoup de magazines de mode, même si ça commence à changer. Et en fait, ça porte préjudice à toutes les femmes qui essaient vraiment de se construire et de se retrouver dans cette ville, quoi. Et je pense c'est un peu ce que j'ai évoqué aussi avec mon premier livre qui était autour des évolutions à Paris et un peu qui s'appelait The New Paris. Donc voilà, un peu dans le même esprit où on a une ville qui est perpétuellement ramenée à son passé, mais en fait, elle innove. Et en fait, depuis le début, en fait, c'était une ville qui innovait. Mais on essaie de la mettre dans une case de ville-musée un peu impossible à changer, figée dans le passé. Et on fait pareil avec sa population. Et en fait, c'est très réducteur. Depuis que le livre est sorti... Tellement bien que j'oublie qu'il faut que je prenne un micro. Depuis la sortie du livre, est-ce que... ou en tout cas quand vous l'écriviez et que vous aviez cette idée de déconstruire quelque chose qui est une injonction qui en fait nous gêne tous. Moi-même j'étais victime de cette injonction, il fallait que je sois comme ci, comme ça. Vous avez senti pour vous-même une forme de libération ou elle était déjà présente en vous quand vous avez... Non, je pense que c'était en rencontrant toutes ces femmes que j'ai fait ce trajet de libération de soi, en fait. Je me suis sentie réconfortée et rassurée par la variété d'histoires, d'envie, d'ambition, de passé. Et au final, elles sont toutes, comme moi, en train de vivre quelque chose à Paris. Donc, en fait, ça, c'est un tout petit échantillon. Une quarantaine de femmes, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de Paris. Mais ça veut dire aussi que la variété, la pluralité des voix, elle est là. Il faut juste qu'on le mette en valeur et en lumière. Il faut arrêter de penser qu'il y a... ces injonctions existent aussi à cause des stéréotypes qui sont tellement embêtés et ancrés qu'il faut lutter contre ça à tout le temps, quoi, dès qu'on peut. Alid, quand vous êtes arrivée de Beyrouth, est-ce que vous aviez une injonction dont vous êtes libérée aujourd'hui sur ce que vous deviez être ou à quoi vous deviez ressembler puisque maintenant vous alliez habiter à Paris? Alors, bon, d'abord, c'est une question très intéressante parce que oui, évidemment, elle ouvre plein de réponses, mais j'aimerais dire à quel point j'ai trouvé Lindsay généreuse dans son livre parce qu'elle ne parle pas d'elle, elle parle des autres. Et puis, elle a un parcours aussi assez incroyable. Et puis, soudain, elle met en avant des Parisiennes. Je pense qu'on est toutes très fiers de ce qu'on fait, mais on a toutes été un peu étonnés d'être choisies pour être dans un livre. Très étonnés. Comme le sien. Mais je trouve que ce qui est vraiment important, c'est de croire qu'on a tous la capacité de s'inventer sa propre histoire et de changer nos vies. Alors, ça a l'air facile à dire, ça a l'air peut-être un peu galvaudé et puis un peu cliché, mais il faut y croire. Et c'est à force de beaucoup de travail. Les choses n'arrivent pas comme ça par hasard et par miracle. Donc, je trouve ça vraiment très, très généreux parce que quelque part, ça donne un exemple de diversité. Ce qui est intéressant, ce n'est pas juste nos histoires chacune, mais c'est l'addition de nos histoires ensemble et l'addition de tellement d'autres histoires qui ne sont pas dans le livre qui fait que quelque part, ça donne du courage et une envie
aussi d'exprimer sa voix à plein d'autres femmes. Et ça, c'est assez merveilleux. En arrivant du Liban, évidemment que je me sentais très différente. Bien sûr qu'on se sent aussi très proche de la France, il faut pas se leurrer. Le Liban et la France, il y a des liens très importants, très forts, culturels depuis très longtemps. Moi, j'ai été à l'école chez les jésuites, donc j'ai appris à parler français étant petite. J'ai lu en français presque avant de lire en arabe. Voilà, donc ça rapproche, mais ça ne veut pas dire que je suis française, ça ne veut pas dire que je suis parisienne, ça ne veut pas dire que je corresponds aussi à ce qu'on peut attendre en effet d'une parisienne. Et puis surtout, la construction de nos villes et la construction de notre société, la cellule familiale qui est ultra importante, ultra présente et très, 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 très large. Moi, je sais que je peux traverser un quartier pendant des minutes et des minutes à pied où il n'y a que des tantes et des oncles et des gens que je connais, ce qui est quand même pas du tout la manière d'habiter Paris. Et puis, puis il y a aussi l'accent, il y a aussi l'appartenance, il y a aussi les petits déclics. Et puis, bon, je pense qu'il y a aussi un côté très oriental qui est celui du soin, en effet, se maquiller, avant de sortir. Et puis ça, c'est quelque chose dont les Parisiennes se libèrent très, très bien d'ailleurs, et tu en as parlé tout à l'heure. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça me renvoie à un petit incident qui est pas très joyeux que j'ai eu à 2-3 reprises quand je suis arrivée à Paris. Je m'étais fait agresser dans la rue et à chaque fois, on me disait « mais regarde comment tu es habillée ». Et je ne comprenais pas, parce que pour moi, Paris est la ville du luxe, c'est la ville de la mode et la ville de la création. Et je ne peux pas comprendre que dans le Marais, en sortant du musée Picasso, dans une rue où il y a plein de monde, c'est parfaitement normal de se faire agresser, alors que de là où je viens, il y a parfois des gens qui n'ont absolument rien et qui voilà, jamais vont vous approcher pour ça. Donc il y a aussi dans la rue à Paris, il y a un peu de tout. C'est-à-dire, il y a aussi une violence qu'on ne connaît pas, il y a aussi un regard sur l'autre qu'on connaît d'ailleurs très bien, mais qui est aussi un clivage. Et ça ne veut pas dire qu'en étant à Paris, on en est protégé. Et juste cette question sur est-ce qu'il y a une injonction dont vous êtes libérée en grandissant, quoi, vous deviez ressembler à ça ou ça, et donc... Je pense que la plus grande injonction de laquelle je me suis libérée, c'était le projet très sympathique, mais surtout très bienveillant de mes parents de vouloir me garder à côté d'eux et d'avoir un destin. Déjà, pour la personne que je dois épouser, j'ai épousé un Suisse que j'ai rencontré en boîte de nuit, qu'il ne connaissait pas, qui n'est pas du tout DJ, mais voilà. Enfin, donc, c'est des choses extrêmement loin, en fait, de ce qu'on peut imaginer de sa propre construction de vie. Et puis j'habitais très confortablement chez mes parents et j'ai voulu rester à Paris. J'ai habité dans 14 mètres carrés au début, puis ensuite dans 25, puis dans 50. Et parfois quand je recevais des amis, ils cherchaient des portes pour ouvrir les portes de mon studio en pensant que c'était la première entrée ou la deuxième. Et je trouve que ça, c'est très libérateur. De là où je viens, c'est très libérateur parce que ça veut dire qu'on peut choisir, on peut assumer, on peut tout reconstruire, on peut tout commencer sans s'appuyer sur quelqu'un. Et Paris offre cette possibilité. Et Victoire, ce sera ma dernière question. Pareil, est-ce que vous avez une injonction dont vous êtes libérée en grandissant, Oui, non. Sur quoi vous deviez ressembler, à être je sais pas si je savais exactement à quoi je devais ressembler, mais sans doute pas exactement ce à quoi je ressemble maintenant. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir vécu la vie que je voulais exactement moi. Donc ça, je pense que c'est aussi une forme de libération de ce qu'on attend de vous quand on grandit. Mais moi, je dirais que particulièrement, mais là encore, c'est pas vraiment la parisienne, mais c'est plutôt cette injonction de perfection et particulièrement de mère parfaite que je trouve assez présente dans notre culture et qui était assez lourde pour moi, surtout dans ma famille. Et puis, j'étais élevée par une maman merveilleuse qui ne travaillait pas, donc autant vous dire que le niveau était très haut. Et c'est vrai que ça a été très libérateur pour moi tout d'un coup de partir. Et l'intérêt de partir, c'est qu'on peut créer ses propres règles. Et ça, c'est génial. Et vraiment, ça a été libérateur pour moi. Et voilà. Et donc, je dirais sur ça. C'est-à-dire être la femme et la mère. Et après, la personne qui travaille. Mais c'est vrai que je trouve que la mère, c'est particulièrement lourd parfois. Ouais. Mais on va peut-être passer aux questions. Plein de monde, d'un coup. Aux questions des auditeurs. Des auditeurs. Non, on n'est pas à la radio. Est-ce que tu fais trop de radio? Est-ce qu'on puisse savoir un peu de... Merci. Merci. Donc oui, c'est vrai, si jamais vous avez des questions, oui. Avec un
accent un peu fort, mais je vais essayer. Vous avez déjà touché un peu dans le sujet de être une mère et travailler, être une femme à Paris. Qu'est-ce que vous trouvez comme différence à Paris et des autres endroits que vous avez habité pour les femmes qui travaillent et qui sont mères aussi ou épouses? Je sais, mais il y a je vais commencer, mais après, Aline donne son point de vue. Moi, je trouve qu'en fait, il y a... Bon, alors, à part effectivement certaines attentes quand même, mais je pense qu'en fait, on est quand même très libre de travailler comme on veut et qu'il y a quand même un système qui vous soutient. Moi, j'étais assez frappée, justement, quand j'étais à New York, de voir comme... voilà, c'était pas forcément... Les femmes avaient du mal à maintenir une activité. Ne parlons pas au Japon, absolument terrible, où il y a vraiment très peu de façons pour les femmes de continuer à travailler. Elles sont même... Le couple est pénalisé fiscalement si la femme travaille, donc c'est vous dire le niveau de difficulté pour une femme japonaise de maintenir une activité professionnelle indépendante. Donc là, non, moi je me sens assez privilégiée parce qu'en fait, je veux dire, on trouve des systèmes de garde, des haltes garderies, des crèches, enfin il faut s'organiser. C'est dur, c'est un petit peu la lutte, mais ça reste Paris, c'est-à-dire que on va vaincre, mais quand même non. Donc moi, je me suis sentie dans ce côté-là effectivement un peu soutenue, mais j'avais quand même un idéal de perfection familiale qui m'a sans doute été inculqué par de nombreuses injonctions, mais c'est une longue histoire et c'est ça que j'ai trouvé lourd. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'en tout cas à Paris, c'était simple de travailler et d'être mère, même si les journées sont très longues. Voilà. Oui, je trouve que Victor a parfaitement répondu, puis son expérience est beaucoup plus complète que la mienne, parce que je n'ai pas vécu avec des enfants plus loin que Paris et la Suisse, en fait, avec mon mari. Encore une fois, étant orientale et venant d'une famille libanaise, évidemment, la mère et le rôle de la mère est le rôle premier, en fait, d'une femme. Et je pense que quelque part à Paris, on comprend que c'est un équilibre aussi, on est plusieurs femmes. Et ça, c'est merveilleux. On doit assumer le fait d'être plusieurs femmes à la fois. J'aime le choix que certaines femmes n'aient pas d'enfants, qu'elles aient des chats ou d'autres d'autres animaux de compagnie. Mais c'est une question de choix, en fait. C'est une question de choix, d'épanouissement. Paris aide beaucoup à être une multitude de femmes et il faut en profiter. Oui, je trouve que c'est très juste. Et moi, une des choses que j'aime beaucoup pour rebondir, c'est justement quand je suis à Paris, très souvent avec mes copines, on ne parle pas du tout des enfants. Mais dans d'autres cultures, c'est vraiment le premier sujet de conversation. Quand on est une mère, on a l'impression que votre horizon se limite aux choses merveilleuses que vous avez. Voilà. Mais en fait, non, il nous intéresse beaucoup, mais on peut parler d'autres choses. Moi, j'ai jamais culpabilisé de ne pas aller aux réunions des parents, aux sorties des parents, etc. Je trouve que, encore une fois, il faut accepter qui on est et accepter qu'on peut pas être parfaite à tous les niveaux, mais si on est déjà la bonne mère de nos enfants et à leurs yeux, ça suffit largement. Très bien dit. Et bonjour. Et vous parlez beaucoup des injonctions que vous avez dépassées, mais quelles injonctions est-ce qu'il faut trouver que les Parisiennes, elles ont encore à dépasser aujourd'hui, ou quelle est l'injonction pour chacune de vous qui est encore celle qu'on doit vaincre aujourd'hui? Non, moi, je vais dire très rapidement, je pense qu'on a toujours un petit problème avec l'apparence. Et moi, je trouve que l'injonction de minceur est très difficile. Voilà. Après, moi, j'essaye beaucoup de parler, j'arrête pas, je dis tout le temps mon âge parce que j'ai vraiment l'intention de le dire tout le temps pour ne jamais avoir justement cette impression que vieillir est un problème. C'est ce que j'aime pas dans la beauté. Mais je pense que c'est quand même une injonction qui est présente et je vois des femmes pour lesquelles c'est sans doute assez douloureux. Et donc, voilà. Donc, moi, je trouve que ça, c'est quand même assez difficile et je pense qu'on est vraiment à Paris, effectivement, beaucoup dans cette culture de l'apparence, de la minceur et de la jeunesse éternelle qui n'existe pas. Pour moi, ce que je vois, c'est plutôt la violence envers les femmes à tout âge, que ce soit des petits commentaires, des micro-agressions jusqu'aux attaques ou comment dire, je perds mes mots. Oui, des agressions sexuelles, etc. Même une toute petite conversation peut virer vers du très inapproprié, voire violente. Et en fait, on est confronté à ça tous les jours. J'ai pris un taxi l'autre jour dans la gare. J'ai eu un échange avec le conducteur qui me semblait pas normal. Et en fait, je peux dire ça, mais c'est pas dans le sens le fait qu'il pense que ça soit approprié ou légitime parce que je suis une femme, mais c'est pas normal.
Donc pour moi, c'est la violence et c'est tout pays confondu. Mais à Paris, c'est en tout cas, moi j'espère que ça va changer. Mais depuis 2 ans, ou en tout cas le début de la Covid, où tout le monde est un peu sur les nerfs, etc., que c'est peut-être encore pire. Oui, parfaitement. Je rejoins les deux sujets. Il y a le diktat de la minceur, le diktat de la beauté, de la jeunesse éternelle. Mais il y a aussi la fragilité de s'affranchir de cette idée que parce qu'on est une femme, on est beaucoup plus fragile. Et malheureusement, c'est ce que la société nous renvoie aussi. On n'y est pas du tout encore au fait de se sentir parfaitement égal, même si nous, on y croit fortement et on se comporte comme tel. Mais il arrive très souvent, et je suis sûre à plein d'entre vous, d'être confrontée à cette idée de tu es une femme, donc je peux me permettre certaines choses. Et sur l'idée de l'âge et de la jeunesse éternelle, ça, en effet, je suis absolument d'accord avec ce que Victoire vient de dire. C'est un sujet de fond qui nous réunit, hommes et femmes d'ailleurs. Il y a cette course permanente à la perfection physique, en fait, et qui reflète un état de jeunesse. J'adore le syndrome de Button avec Jennifer Lopez, qui a l'air beaucoup plus jeune aujourd'hui et plus fit que mais on n'est pas toutes Jennifer Lopez, c'est des métiers en fait, c'est vraiment des métiers. C'est comme nous, on a nos métiers, chacune d'entre nous. Moi, j'aime cette idée d'assumer parfaitement que c'est pas notre métier d'être parfaite, et puis qu'il y en a qui ont un métier peut-être d'être parfaite pour renvoyer un idéal de beauté à certains qui le souhaitent ou qui le demandent. Mais en effet, si nous pouvons tous assumer déjà qui on est sans avoir recours à cette violence ou cette anarchie de la beauté, je dirais, on ferait peut-être basculer les choses dans un autre équilibre. Et puis tu as raison de pointer que peut-être la presse aussi a un autre regard à apporter sur tout ça. C'est vrai que pour rebondir évidemment sur la violence qui est bien plus terrible que tout le reste, moi j'ai quand même, moi par nature je suis très optimiste et je vois beaucoup dans la génération de ma fille qui a 18 ans, la deuxième qui a 14 ans, à quel point, contrairement à nous, elle ne laisse rien passer. Et j'admire beaucoup et je vois dans ce qu'elle raconte de leur fête, etc., s'il y a un garçon qui a un geste déplacé, il va immédiatement être remis en place. Et donc j'espère que cette génération-là, justement, qui n'aura pas grandi avec nous, on se dit c'est comme ça, on fait avec. Enfin, on apprend tous à contourner ce système constamment du chauffeur de taxi pénible au mec lourd. Enfin bon, voilà. Mais c'est vrai que je pense que elles auront compris qu'en fait non, ça ne doit pas être comme ça. Et je pense qu'évidemment nous aussi, il faut qu'on le dise plus. Mais c'est vrai qu'on a grandi dans un monde qui était vraiment très pénible. Donc là, j'ai une question sur Zoom, parce que on a beaucoup de gens sur Zoom. Donc, Jelena demande, lorsque vous êtes à l'étranger, voyez-vous la différence entre les Parisiennes et femmes de Berlin ou de Londres, par exemple, des autres pays, et comment est-ce qu'on décrit cette différence? Voilà. Colombe, est-ce que vous voulez commencer? Moi? Oui. Ah oui. C'est écrit sur les Parisiennes. Je pense qu'on a une davantage de possibilités à Paris, effectivement, et toutes ces femmes, d'être une mère, une femme qui travaille. Enfin, on a plein de possibilités qui sont peut-être plus fortes à Paris. En France, il y a des pays, par exemple, où il est très difficile, j'ai travaillé sur ce sujet, de ne pas avoir d'enfants. Je pense à l'Italie ou à l'Espagne, par exemple, des pays. En France, on a le droit de ne pas avoir d'enfants. On a le droit d'avoir des enfants et de travailler. Par exemple, en Allemagne, il est très difficile d'avoir des enfants et de travailler. C'est extrêmement mal vu de travailler, d'avoir des enfants. En France, tout est fait. Et donc, dans la loi, il y a quand même, c'est pas assez, mais il y a quand même cette possibilité pour les femmes et qui est quand même assez extraordinaire parce que quand on gagne de l'argent, on peut être libre, hein, c'est quand même. Donc, je répondrai de ça. Voilà, nos lois sur le travail, ce qui a été fait pour les gardes d'enfants, les garderies, les crèches, même si c'est pas suffisant, nous permet quand même d'avoir une vie un peu plus libre qu'ailleurs. Je pense que honnêtement, ce que je constate, c'est peut-être aussi au niveau de la solidarité entre femmes. Il y a beaucoup d'apparence
aux États-Unis. Donc aussi, on prend l'exemple de New York avec tous les clubs type The Wing qui a totalement explosé parce qu'au final, ça a créé un environnement nocif, assez raciste ou discriminatoire. Mais il y a cette image véhiculée dans certaines villes aux États-Unis comme étant voilà, très solide. Enfin, il y a une solidité entre les femmes, qu'on se soutienne, mais en fait, derrière, c'est totalement... Et je pense que Paris, ou enfin la direction vers laquelle on tend à Paris, en tout cas, c'est vers une vraie sororité. Il y a des problèmes, il y a des obstacles, il y a des exemples où ça ne marche pas, mais je pense qu'il n'y a pas la même notion de posturing. Je ne sais pas comment on dit posturing. Et on a une capacité d'être davantage, je pense, qui on veut. Il y a plein de possibilités, être mère ou pas être une mère. Et peut-être il y a cette compétition qui est encore plus forte ou plus palpable aux États-Unis parce que justement, les femmes n'ont pas les mêmes avantages ou les mêmes ressources, surtout si elles sont aussi mères de famille. Donc, il y a cette tension dès qu'elles se retrouvent autour d'autres femmes. Donc, j'espère peut-être on est un peu libéré de certaines de ces choses. Après, il y a le patriarcat qui travaille contre nous toutes et c'est pour ça qu'on est amené à essayer de se soutenir au lieu de se mettre tout le temps en compétition les unes et les autres. Mais voilà, ça c'est de regagner notre pouvoir face aux gens, typiquement les hommes en pouvoir, qui ne veulent pas que les femmes se mettent ensemble en tant qu'équipe. Parce que c'est dangereux, ça. Donc voilà, en tout cas, je vois que ce travail est en train d'être fait à Paris et j'espère que peut-être dans d'autres villes aussi, mais je le constate au moins quand je voyage aux États-Unis. Une dernière question, si jamais quelqu'un a une question. Non ? N'hésitez pas. Oui, voilà. Il y a une dernière injonction sur laquelle j'aimerais revenir, qui, à mon avis, dont on tente de se libérer en France et peut-être moins aux États-Unis, c'est l'injonction du couple. Il y a quand même une injonction sur laquelle, voilà, qui nous pèse depuis qu'on est le berceau, c'est que le prince charmant. Un jour, on va rencontrer le prince charmant, on sera heureuse, épanouie, quand on se mariera, quand on aura des enfants, et les histoires se terminent quand on lit, quand on regarde des films. L'histoire se termine par le mariage. Et le conte de fées commence enfin. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a une nouvelle de Tchekhov extraordinaire qui s'appelle La Dame au petit chien, où un homme et une femme se rencontrent, ils sont l'un et l'autre mariés, ils vont finir par se retrouver enfin et ils vont pouvoir vivre donc ça se termine bien, ils vont pouvoir vivre ensemble. Et Tchekhov a cette phrase extraordinaire, il écrit « Et pour eux, le plus difficile commence ». Voilà. Que le couple n'est pas forcément l'aboutissement d'une vie de femme. Et je crois qu'on commence à se libérer de cette injonction du couple. Est-ce que tu es un amoureux ? Entre femmes, beaucoup, c'est tu es un amoureux et tu es marié et tu... moi, c'est quelque chose sur lequel qui m'a beaucoup pesé pendant longtemps. Et de se libérer de ça, c'est très agréable, je dois dire. Bon, merci. Donc, merci encore une fois à vous toutes. Est-ce qu'on peut avoir une autre... Merci.